Wikili Live. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les concertations nationales dans tous ces États, avec à l'avant-veille les tractations qui vont bon train pour les derniers réglages. C'est la toile de fond de cette édition des Nouvelles Donnes. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, est déjà en plateau. Le ministre des Médias va sûrement plancher sur les autres sujets d'actualité en rapport avec les préoccupations de l'opinion. Monsieur Lambert Mende Omalanga, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue comme à chaque fois dans Nouvelles Donnes. Et pour rentrer dans les vifs du sujet, monsieur le ministre, il y a cette déclaration faite par l'un des présidents du présidium des concertations nationales, en l'occurrence Kingu Wadondo, faisant état de la formation d'un gouvernement d'union nationale à l'issue de ces forums nationaux. En tout cas, ça ne laisse personne indifférent, même pas le gouvernement de la République. C'est une communication politique dont il faut laisser le président du Sénat, au président du Sénat la responsabilité. Je pense qu'il avait une tâche ardue de convaincre des hésitants par rapport à cette concertation nationale que tout le monde attend. Et donc il a choisi cette voie-là pour amener de l'intérêt chez ceux qui donnaient l'impression de ne pas s'intéresser à cet exercice que le président a initié. Ma foi, il n'a pas mal réussi, mais de là à dire que les concertations ont pour objectif de mettre en place un gouvernement d'union nationale, il y a un fossé que je ne peux pas franchir. Tant il est vrai que, connaissant fort bien la constitution de ce pays, je sais que le forum que le président a convoqué n'a ni compétence ni objectif de mettre en place un gouvernement. Je pense que dans la constitution de la RDC, seul le président de la République a le pouvoir de mettre en place un gouvernement. Il l'a fait peu après son élection. Et ce gouvernement a déjà les couleurs d'un gouvernement d'union nationale, parce que vous y trouvez aux côtés de la majorité au moins 2 ministres qui n'appartiennent pas à la majorité. Maintenant, on peut estimer qu'il faut élargir cela ou le maintenir en l'état. On ne peut plus considérer l'union nationale comme une nouveauté dans l'architecture institutionnelle congolaise. Monsieur le ministre, les réactions dans l'ensemble, à gauche comme à droite, sont hostiles. On va jusqu'à parler des coups d'État si une telle chose devrait arriver. Un coup d'État dans le sens peut-être qu'on supprimerait la notion même ou le concept d'opposition dans ce pays, alors que la Constitution se fonde sur une configuration politico-institutionnelle avec une majorité qui gouverne et une opposition qui a un pouvoir d'alternative, qui prépare les critiques et permet au gouvernement de réorienter correctement son action sous le feu de la critique d'une opposition. Alors si on dit que maintenant il n'y aura plus d'opposition, eh ben, il va falloir revisiter la Constitution. Je pense que c'est à cela que certains ont fait allusion, mais à mon avis, l'union nationale telle qu'elle a été imaginée par le président, même dans la configuration actuelle, ne peut pas faire du mal au pays, même si on l'élargissait, parce qu'il y aurait peut-être d'autres pans qui continueraient à jouer ce rôle de sentinelle par rapport à un gouvernement élargi qui pourrait exister. Donc il ne faudrait pas aussi passer d'un extrême à l'autre. Monsieur le ministre, beaucoup se demandent, le président du Sénat, Kingu Wadondo, il a parlé en tant que président du Sénat, en tant que chef de son propre parti, ou en tant que l'un des présidents du présidium? À l'évidence, il est tout cela à la fois. Il n'y a aucune des qualités que vous venez d'invoquer qu'il n'a pas. Il est président du Sénat, il est membre du Présidium en sa qualité de président du Sénat et il est à la tête d'une formation politique de l'opposition. Donc, il peut s'exprimer à un titre comme à un autre. Je pense que c'est son droit. Nous sommes en démocratie. Je ne pense pas qu'il y ait des sujets tabous. Pas plus que l'affaire de la révision constitutionnelle dont on a voulu faire grief à un professeur d'université d'en parler dans un livre. On ne peut pas faire grief au président du Sénat de
proposer ou de souhaiter ou d'envisager l'existence dans ce pays d'un gouvernement d'union nationale. On est en démocratie et je pense qu'il faut souffrir lorsqu'on est en démocratie qu'un sujet qui ne rencontre pas votre assentiment soit abordé, qu'une proposition qui ne va pas dans le sens de celle que vous feriez soit présentée. Je pense qu'on a encore du chemin à accomplir pour devenir de vrais démocrates. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez comme d'autres que le président du Sénat, Kengo Adondo, a jeté un pavé dans la mare? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de temps en temps de jeter un pavé dans la mare lorsque c'est trop tranquille et que ça ne bouge pas? Donc je pense que c'est un véritable pavé dans la mare parce qu'effectivement ce n'est pas ce que l'ordonnance a prévu, mais je pense qu'il a voulu faire bouger les lignes. Je ne pense pas que le pays va se trouver mal parce que quelqu'un a fait une proposition qu'on est en droit de refuser ou d'accepter. Beaucoup le refusent, même au niveau de notre famille politique. Ce n'est pas là une raison suffisante pour dénier au président Kengo le droit de le faire. Alors, au sein de son parti politique, monsieur le ministre Lambert Mende, on tente de justifier cette déclaration tonitruante de Léon Kengo Adondo en disant que les résolutions ou alors les solutions qui sortiraient des concertations nationales ne pourraient être exécutées ou réalisées que par un gouvernement qui serait constitué des trois composantes, à savoir la majorité, l'opposition et la société civile. Je ne dirais pas les choses comme cela. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a des résolutions, elles doivent passer par des institutions. Rappelons quand même que ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut mettre en œuvre des recommandations, nous les appelons ainsi, puisque telle a été la volonté du président qui a convoqué ce forum. Les recommandations ne sont pas à mettre en œuvre uniquement par le gouvernement. Je pense que la responsabilité du Parlement à cet égard est beaucoup plus importante. S'il faut revisiter des lois, s'il faut aussi imaginer au niveau du pouvoir réglementaire, il y a des ordonnances présidentielles qui sont importantes et le gouvernement vient pratiquement en troisième position. Donc il ne faut pas se focaliser sur le gouvernement comme seule instance d'exécution des décisions. Alors pas plus qu'on imaginera qu'on puisse reconstituer le Sénat ou l'Assemblée nationale, il ne faut pas nécessairement reconstituer le gouvernement parce que le gouvernement va participer justement à cette concertation. Donc on peut dire, ne peut exécuter qu'un gouvernement qui a participé. Non, or, le gouvernement va participer. Il ne faut pas fétichiser les mots. Ce gouvernement qui est là est un gouvernement d'union nationale en miniature puisqu'il y a des ministres de l'opposition. Maintenant, si le président veut l'élargir, il lui appartient de le faire. Ce n'est ni M. Kengo, ni les concertations, ni le parti de M. Kengo qui ont le pouvoir de remanier le gouvernement. Il n'y a que le président. Il faut que chacun fasse son travail et les moutons seront bien gardés, comme on dit. D'après certaines informations indiscrètes, M. Lambert Mende Omalanga et M. Kengo Adondo ambitionneraient de reprendre la primature. Est-ce que vous, au sein du gouvernement, Matata, dont vous êtes le porte-parole, ça ne vous donne pas froid au dos? Les ambitions personnelles ne nous intéressent pas à ce niveau. On n'a pas convoqué les concertations nationales pour satisfaire telle ou telle autre ambition personnelle. M. Kengo, à cet égard, n'est ni le bon Dieu ni le diable. Nous avons travaillé avec lui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si telle est la volonté du président de la République, que ce serait la fin du monde. Mais il y a un gouvernement qui est là, qui va participer aux concertations, qui est constitué de Congolais qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que M. Kengo. Maintenant, il n'y a que le président, j'insiste, qui a la capacité de décider de mettre fin à l'existence d'un gouvernement pour donner naissance à un autre gouvernement dirigé par qui que ce soit. Donc, arrêtons de nous égarer sur des supputations qui viennent de personnalités qui n'ont pas la compétence de faire ce sur quoi nous sommes en train de commenter. Je voudrais que vous puissiez lire plutôt les signaux de la part du président de la République. A-t-il annoncé qu'il va y avoir un tel gouvernement? A-t-il dit cela? Là, ça devient intéressant. Mais ce que
monsieur tout le monde, ce que tel chef d'institution pense ne nous intéresse que dans la mesure où son institution a qualité, compétence pour mettre en œuvre la décision dont on parle. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, essayons de passer à autre chose au lieu de nous attarder outre mesure sur cela. Vous restez imperturbable. Absolument. Serein. Tout à fait. Bon, alors, les concertations donc les préparatifs avancent, mais comment vous, au sein de la majorité, vous allez y aller avec l'annonce faite par les MSR, qui est quand même une deuxième force politique de la majorité présidentielle et qui claque la porte à la suite d'une affaire judiciaire. Vous en pensez quoi, monsieur le ministre? Je ne suis pas informé d'un claquement de porte. Je n'ai pas appris que le MSR ait quitté le camp du président Joseph Kabila. Suspendu momentanément. Oui, encore qu'on peut se poser la question. On peut se poser la question de la rationalité d'un tel acte, puisque la condamnation de notre camarade, le député Mouindo, qui nous attriste tous, n'est pas le fait de la majorité présidentielle. Je ne pense pas que la majorité présidentielle ait à confondre avec le pouvoir judiciaire dans ce pays, qui est indépendant de par la volonté même du pouvoir constituant. Nos camarades du MSR savent bien que ce n'est pas la majorité présidentielle qui rend les décisions de justice. Donc, ici, nous devons respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais nous ne sommes pas heureux, bien sûr, qu'un de nos camarades soit arrêté. C'est très dur pour nous, pas seulement pour les amis du MSR. Le député Mouindo est notre camarade à nous tous, au sein de la majorité présidentielle. Vous pouvez avoir un camarade qui a maille à partir avec la justice, un fils, un frère, un parent, mais la loi, c'est la loi. Elle est parfois dure, c'est le cas, mais nous devons nous incliner devant les décisions judiciaires. C'est le seul conseil que je peux donner aux amis. Je n'ai aucun doute que c'est un mouvement d'humeur qui va passer. Ce sont des hommes parmi les plus sages de ce pays, et donc je ne pense pas que ça doive aller plus loin que cela. Les MSR parlent de procès politique, parodie des justices. Je conseille à mes amis du MSR de ne pas justement galvauder la justice. Parce que nous sommes dans un pays fragile, il est important qu'on respecte les institutions. Donc je ne voudrais pas commenter outre mesure sur le fait que c'est un procès politique. Je ne vois pas pourquoi ce serait un procès politique. Encore faut-il nous le prouver. Nous sommes parmi ceux qui recevons des rapports sur ce qui a été dit par notre frère et qui est allé au-delà de ce qui pouvait être acceptable. J'ai suivi la remarque combien pertinente de nos amis de la société civile du Nord Kivu, qui ont effectivement gros sur le cœur avec cette condamnation du député Mouindo, et qui ont recommandé au président de la République d'envisager une mesure de grâce. Seul le président sait ce qu'il fera, c'est un pouvoir tout à fait régalien, mais qui ont dit au président: nous vous demandons cela parce que nous sommes conscients que ce qui a été dit par notre frère était mal dit, mais que ce sont des mots dans l'émotion qui ont dépassé sa pensée. Donc on reconnaît quand même la pertinence du jugement qui a été pris par la Cour suprême de justice. Et je tiens à dire à cet égard que ce n'est pas l'offense au chef de l'État qui a été retenue. Bien sûr, le parquet a présenté cela, mais la Cour a rejeté l'offense au chef de l'État. On a retenu simplement l'atteinte à la sécurité de l'État. Donc c'est important de faire la part des choses. L'atteinte à la sécurité de l'État, ce n'est pas politique. Monsieur le ministre, les MSR qui sollicitent la solidarité de la part de tous les autres membres de la majorité présidentielle, vous êtes prêt à y aller dans ce sens pour obtenir immédiatement la libération des anguilles? Je ne sais pas si la solidarité, c'est nécessairement obtenir la libération par des moyens illégaux. Est-ce que je ne viens pas d'exprimer ma solidarité avec le député Zangui? C'est mon frère, c'est mon camarade. La solidarité, ça ne veut pas dire la libération immédiate, ça veut dire quoi? Que nous marchons sur la justice. Il a été condamné par la Cour suprême de justice, et sans procédure, on le libérerait? C'est ça la solidarité? Alors vous avez une conception bien étriquée de la solidarité. La solidarité, c'est ce que la société civile a demandé et que nous appuyons, que le président envisage, quand il estimera nécessaire, une grâce. Il n'y a que ça. On ne peut pas violer notre propre loi par solidarité. Pas du tout. La solidarité, c'est ce qui est possible de faire en faveur d'un frère, un camarade qui est en difficulté. Et c'est cette voie-là que je voudrais suggérer à mes camarades du MSR. Alors, monsieur le ministre, bon, ça veut dire quoi que même autour de cette affaire, il y a des commentaires en sens divers. Est-ce que
un membre de la majorité présidentielle au pouvoir qui est condamné, écroué comme ça, c'est un signal fort de la fin du règne de l'impunité? C'est un signal de la fin du règne de l'impunité, parce que la loi doit s'appliquer à tout le monde, majorité comme opposition. C'est pourquoi une certaine agitation avec des demandes plus ou moins combinatoires vis-à-vis d'une justice que nous voulons indépendante est malvenue au regard de l'image que nous voulons envoyer à notre opinion et au monde, que ce pays a fait son entrée dans le concert des États de droit, que ce pays veut lutter contre l'impunité. Alors faire croire que parce qu'on appartient à la majorité présidentielle, on ne peut pas subir les rigueurs de la loi comme d'autres citoyens, c'est vraiment froisser cette image. Il faut s'y prendre autrement. Il faut respecter les procédures. Et la procédure idoine maintenant, c'est celle que la société civile du Nord Kivu nous a montrée, c'est celle que nous appuyons, nous les camarades de l'honorable Mouindo, nous les camarades de nos confrères du parti MSR, c'est celle de solliciter la grâce présidentielle et surtout d'arrêter de taper sur la justice. Monsieur le ministre, alors, s'agissant des concertations nationales elles-mêmes qui pointent à l'horizon, on se frotte les mains du côté de l'opposition, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Est-ce que le gouvernement ou le présidium finalement a dû reculer lorsque l'opposition parlait d'avoir obtenu les mots de consensus et par les votes concernant les résolutions, lorsque l'opposition parlait également de l'obtention de la médiation internationale avec Sassou Nguesso, le président du Congo, d'en face? Mais je pense que le maître mot de ces concertations, c'est la cohésion nationale. Le comité préparatoire, une commission préparatoire. Je vous disais que le maître mot de ces concertations, c'est la cohésion nationale. C'est la réconciliation entre les Congolais. C'est la rencontre des points de vue pour essayer de converger, de regarder ensemble dans la même direction. Alors, si la majorité présidentielle a accepté la proposition venue de l'opposition que les décisions ne se prennent pas par un vote, mais par consensus, je ne sais pas qui s'en plaindrait. Et pourquoi on doit faire le gros dos pour cela? Il faut plutôt féliciter la majorité présidentielle d'avoir fait un pas en direction de nos compatriotes de l'opposition. Je pense que la nation nous en sait gré et que quiconque se tape la poitrine pour cela, il a tout faux. Parce que nous ne sommes pas sur un champ de combat, nous sommes au chevet du Congo qui est malade. Alors, vous dites votre frère qu'il a reculé, c'est-à-dire quoi? Vous auriez souhaité que le Congo continue à se déliter, que le Congo continue à disparaître? Non, c'est un pas que nous avons fait, nous en sommes très fiers. Maintenant, la médiation, non, là nous n'avons pas accédé à ce point de vue, parce qu'il y a toujours un pas dans un sens et des pas dans l'autre. Nous avons accepté que le président Denis Sassou Nguesso continue à faire ce qu'il n'a pas cessé de faire depuis que son frère, le président Kabila, a lancé cette idée de manière tout à fait discrète. Le président Sassou a offert ses bons offices. Il a envoyé même des émissaires très discrètement. Vous ne les avez jamais interviewés, parce qu'on ne les a jamais mis à votre disposition, parce que c'est discret, parce que c'est comme ça que les bons offices doivent se faire, pour convaincre les uns et les autres à se rapprocher. Et les deux présidents des chambres qui constituent le présidium sont allés lui confirmer cette acceptation de cette démarche, qui n'est ni médiation, je le dis en parfaite connaissance de cause, ni facilitation, parce qu'il n'y aura pas de médiation, étant donné que nous ne sommes pas dans la même situation qu'au moment où il n'y avait aucun pouvoir légitime dans le pays, où il a fallu faire venir un ancien président de la République, M. Massiré. M. Sassou est président en exercice. Vous voyez que c'est deux choses tout à fait différentes. Ce n'est pas la même chose, donc il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de concertation, il y a un accompagnement. Et donc, c'est un pas que nous avons fait, et un pas aussi que les autres ont fait pour arriver à ce schéma-là. Le troisième élément, vous avez parlé de... Le comité préparatoire. Du comité préparatoire, nous parlons d'un groupe informel. Nous parlons d'un groupe informel qui ne peut pas être paritaire, parce qu'il y a une configuration politique que les électeurs ont mis en place dans ce pays.
Une configuration en vertu de laquelle il y a une majorité et il y a une opposition. Même au Parlement, il n'y a pas de parité. Et donc, étant donné que les concertations gardent leur caractère institutionnel, lisez l'ordonnance du président, on ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'il y a une majorité, qu'il y a une opposition, et même si on discute parité, la discussion autour du principe de la parité ne concerne que la majorité et l'opposition. Admettez-le, la société civile n'a rien à voir dans cette parité, puisqu'on ne joue pas sur le même terrain. Nous sommes des politiques, nous représentons la population sur base d'un mandat électoral. La société civile est constituée d'acteurs qui sont là pour organiser les populations que nous représentons à la base, pour faire entendre leur voix, sonner des alertes si tant est que cela est nécessaire. Donc des groupes de pression qui sont privés. Donc ils ne peuvent pas avoir la même responsabilité ou la même représentation que les politiques que nous sommes. Donc il y a là deux débats très différents. Il y aura un groupe de travail autour du Présidium pour aider le Présidium à peaufiner le règlement intérieur qu'il va présenter aux concertations nationales, mais c'est tout. Et donc, il y a eu un rapprochement de points de vue. Je voudrais inviter les commentateurs à cesser de gloser sur des choses dont dépend la survie de la nation. Ces choses-là, lorsque vous assistez à un rapprochement de points de vue, mais dites Alléluia, remerciez le Seigneur, au lieu de commencer à vous moquer de ceux qui ont fait un rapprochement. C'est ceux-là qui veulent que la nation vive. Depuis quand est-ce qu'on doit chahuter sur la femme de Salomon parce qu'elle a refusé que son enfant soit coupé en deux? Et celle qui voulait qu'on coupe l'enfant, on va l'applaudir. Non, soyons un peu plus patriotes. Aimons davantage notre pays et cessons de considérer ce qui se passe comme un vulgaire spectacle. Donc les concertations aux yeux de la majorité seront, comme on l'a déjà dit, à maintes reprises, ouvertes à tous. Elles n'ont jamais été autre chose. Le président est à la tête d'institutions représentatives du pays. Mais à cause du danger, la participation des opposants les plus radicaux, à cause du danger qui vient de l'Est, il lui a semblé nécessaire d'élargir la consultation pour mener à bien son leadership en faveur de la paix et de la sécurité pour son peuple. Vous comprenez bien que nous avons grand besoin de tout le monde, y compris ceux que vous appelez les opposants radicaux, qui n'en sont pas moins congolais, qui n'en ont pas moins des droits et des devoirs vis-à-vis de leur pays. Et l'UDPS était un Tshisekedi. Je ne sais pas si c'est un étranger. Qui est annoncé à Brazzaville. Je ne sais pas si c'est un étranger. Est-ce qu'il est congolais? Oui ou non? Si c'est un Congolais, il s'est dit n'est pas concerné, non? S'il est Congolais, il est concerné. Nous avons besoin de lui. À lui de dire s'il veut répondre à cette initiative, nous le verrons. S'il ne veut pas cela, il doit traverser le pôle pour rencontrer Sassou Nguesso. Posez-lui la question, c'est quand même un peu anormal qu'un Congolais, pour rencontrer d'autres Congolais, ait besoin d'aller voir un non-Congolais pour pouvoir avoir se faire convaincre de venir à la rencontre de ses frères et sœurs, de ceux qu'il prétend diriger. Donc là, c'est un autre problème. Nous avons besoin de tous les Congolais, les bons et les mauvais. Si Tshisekedi n'est pas là... Le pays va continuer à vivre. Il n'a pas été là entre, il n'a pas été là entre 2006 et 2011. Je ne pense pas que le pays a disparu. Vous comprenez? Il n'a pas été là entre 2006 et 2011 par sa propre volonté. Le pays n'a pas disparu. Essayez d'éviter de personnaliser les nations. Les hommes que nous sommes passent, les nations restent. Le jour où on fera ce distinguo, nous aurons fait un pas important dans la construction d'un État de droit. Monsieur le ministre, s'agissant de la médiation internationale dont vous parlez à l'instant, il en est des Congolais qui se demandent quand même, l'opposition qui insiste beaucoup sur la personne ou la personnalité du chef de l'État du Congo d'en face Sassou Nguesso, alors que notre pays compte 9 voisins. Et les autres pays, les voisins, Zambie, Tanzanie, ils connaissent quand même aussi la RD Congo, non? Je vais vous suggérer de poser la question à ceux qui personnalisent comme ça une autorité étrangère, et peut-être qu'ils vous diront les raisons pour lesquelles ils croient que là se trouve la solution et pas en nous-mêmes.
avant même de penser aux 9 pays voisins, je pense que c'est aux Congolais à trouver la solution aux problèmes congolais. Je ne connais pas, écoutez, je vous réponds, oui. Je ne connais pas de chef d'État étranger qui ait été mis au pouvoir par son peuple pour s'occuper du bien-être des Congolais. Moi, je pense que tout chef d'État étranger a été placé au pouvoir par son peuple pour s'occuper des intérêts de son peuple. Et à tout moment, les intérêts de son peuple peuvent entrer en contradiction avec nos intérêts. Il est donc bien imprudent de confier ses intérêts à un chef d'État, quel qu'il fût, qui est en exercice. Parce que son mandat, son serment, c'est pour les intérêts de son peuple. Alors, voyez, parfois on confie les médiations à d'anciens chefs d'État, mais un chef d'État en exercice, c'est bien la première fois que nous voyons cela. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à faire avaler, mais nous avons accepté l'accompagnement parce qu'il avait déjà commencé sans grand dommage. Et lorsque vous regardez des choses comme celles qui se sont passées en République centrafricaine, où on a aussi accepté que des chefs d'État en exercice puissent prendre la médiation, vous avez vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, le monde est en train de se mordre les doigts avec ce que ceux qui sont arrivés sont en train de faire. Un chef d'État qui avait été élu démocratiquement a été chassé comme un vulgaire papier mort. Et donc là, il faut vraiment réfléchir. Nous ne pouvons pas passer la ligne rouge de ce que nous appelons l'accompagnement. Il n'y aura pas de médiation. Donc, ceux qui parlent de médiation le font peut-être pour gérer leur propre opinion. Ils ont promis tant de choses à des courants extrémistes dans le pays, mais nous avons accepté un accompagnement et ça sera uniquement un accompagnement. Alors, vous dites haut et fort, les concertations nationales ouvertes à tous, même aux groupes armés, comme le suggère Azarias RCD. Je crois que c'est un excès de langage. Le président Rouberwa n'ignore pas que nous sommes au contact avec le M23. Alors je ne sais pas de quoi il parle. Nous sommes à Kampala pour quoi faire? Il y a deux types de contacts. Il y a un contact avec des belligérants qui se sont mis au service d'un pays étranger, le Rwanda, nous le nommons, pour nous détruire. C'est contre eux que le président a sonné le rassemblement pour essayer de faire échec à cette agression. Et avec ces gens-là qui travaillent avec l'étranger, nous avons eu besoin d'une médiation étrangère. C'est pourquoi les Ougandais se sont proposés et nous travaillons avec les Ougandais. Mais maintenant, lorsqu'on veut réunir des Congolais contre l'agression, quel est le sens de faire venir ceux qui sont utilisés dans cette agression? Il faut simplement finir ce qui se fait à Kampala et le gouvernement faire un rapport, puisqu'il va participer aux concertations. Je crois que c'est de ça que les Congolais ont besoin. Pas de venir ici banaliser les criminels, venir ici faire le jeu des gens qui doivent être punis pour plaider leur impunité et on prétend qu'on veut pacifier la République démocratique du Congo. Pas du tout. Suivez ce que le ministre belge a dit. Le président Rouberwa devrait suivre ce que Didier Reynders a dit. Qu'on ne peut pas favoriser l'inclusion des indisciplinés dans l'armée, puisqu'on inclut l'indiscipline. Et que la République démocratique du Congo a fait le maximum vis-à-vis de ces différents groupes armés, ces différentes forces négatives. Donc c'est niet par rapport à cette proposition. Il y a même des Congolais qui disent que faire participer les M23 aux concertations nationales serait mettre les loups dans la bergerie. Vous dites quoi? Je ne le leur fais pas dire, ils ont raison. C'est pourquoi la proposition du président Rouberwa, si tant est qu'il l'a faite, ne peut pas être reçue. C'est tout à fait dangereux. Alors, monsieur le ministre, s'agissant justement de l'insécurité à l'est du pays, qu'est-ce que vous pensez, vous, au sein du gouvernement, de ces manifestations à partir de ce jeudi? La société civile des Béni qui décrète, si je puis dire, l'interdiction de voir circuler les véhicules de la MONUSCO et à Béni et dans les territoires des Béni comme pour mettre la pression sur la brigade d'intervention rapide de l'ONU et de commencer la traque des M23 et de tous les autres groupes armés. Au-delà des mots plus ou moins excessifs, vous savez, interdit, la société civile n'a pas le pouvoir d'interdire à quelqu'un de circuler. Je pense que nous sommes en démocratie et que les populations
ou ceux qui s'expriment en leur nom, qui constituent des groupes de pression, c'est ça la définition de la société civile, ont le droit d'exprimer soit un ras-le-bol, soit des inquiétudes par rapport à la manière dont une organisation internationale, en partenariat avec leur gouvernement, est en train de rendre au peuple congolais des services que la communauté internationale lui a demandé de rendre. C'est tout à fait des choses qui sont acceptables et même souhaitables dans une démocratie. Nous comprenons bien cette attitude parce que parfois nous en venons à nous poser des questions sur des mouvements de yo-yo, de va-et-vient. On vient pour réprimer une force négative et au moment où on annonce qu'on va le réprimer, des ordres tombent de New York pour dire il faut aménager les choses et donc là quand même ça peut jeter beaucoup de discrédit dans cette synergie que nous avons avec les Nations Unies. Il est important que les choses soient clarifiées. Nous comprenons donc le sentiment d'inquiétude des populations, bien que nous réprouvons toute utilisation de la violence lorsque on doit les exprimer. La traque contre les M23 et les autres tarde à venir, même si les porte-paroles de la MONUSCO disent que progressivement ça va arriver. On en est encore à des préparations. 2 sur 3 bataillons sont déjà déployés, 70%, quelque chose comme ça. Et ils sont à bout de patience ou non, les Congolais du Nord Kivu? Il faut maîtriser l'impatience parce que l'essentiel est déjà sur place. Lorsque vous dites 2 sur 3, je dirais 2,5 sur 3 parce que les Malawites commencent à arriver et donc il ne faut pas renverser la pirogue juste au moment où elle va accoster. Non, je pense qu'il faut un peu de patience, mais en même temps, cette pression est tout à fait compréhensible au regard de certains discours que l'on a entendus chez Mme Mary Robinson et d'autres qui semblaient remettre en cause les orientations précises que nous avons lues dans la résolution 2098, notamment sur le sort des forces négatives. Est-ce que la proposition ou l'idée émise par Didier Reynders, qui a bouclé son séjour en RD Congo par la ville de Lubumbashi, que les FARDC et la brigade onusienne d'intervention devraient faire front commun pour commencer sans tarder la traque du M23 et les autres? C'est ce qui est prévu dans la résolution 2098. Faire front commun. Que M. Reynders connaît bien. C'est ça qui est prévu. C'est avec ou sans. Mais ça commence par avec. C'est-à-dire la brigade d'intervention avec les FARDC. Donc il rappelle cela. Bon, les choses traînent, c'est peut-être lié à des raisons opérationnelles, nous n'allons pas faire assaut d'impatience, mais nous voudrions quand même voir arriver le moment où ce signal lancé aux forces négatives qu'elles doivent désarmer volontairement et qu'à défaut elles vont être désarmées par la force, que ce signal soit enfin envoyé. On a tenté de l'envoyer, puis on a reculé, et ça c'est extrêmement néfaste, c'est très déplorable. Le recul qui a eu lieu après l'ultimatum qui avait été donné il y a 3 semaines, et c'est ça qui justifie cette montée de fièvre, ce regain d'impatience des populations. Il faut éviter que ça n'aille plus loin. Tiens, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, les porte-parole de la MONUSCO semblent avoir lié les débuts de la traque avec le relèvement, parce que le mandat n'est dur qu'une année, par la force d'intervention rapide des FARDC. Je pense qu'on ne trahit pas un secret en disant que la force d'intervention rapide des FARDC est constituée, que les FARDC ont démontré avant même que cette traque ne soit déclenchée par la force internationale qu'elle pouvait assumer ses devoirs lorsque les M23 ont tenté d'attaquer les positions des FARDC, elles ont reçu une dérouillée qui a laissé pantois et les maîtres des M23 et le M23 lui-même. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui faire semblant que les FARDC sont dans la même situation de faiblesse qu'elles étaient il y a 2 ou 3 ans. Je pense que les choses ont évolué et que ce n'est plus une raison valable. Les FARDC peuvent très bien faire ce qu'elles ont à faire. Et 1 an me paraît suffisant pour que les gens aient confiance au regard de ce qu'elles font déjà maintenant. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement de la République fait sien
les bilans désormais disponibles et publiés par la MONUSCO des affrontements entre les M23 et les FARDC au mois de juillet dernier. La MONUSCO qui parle de plus de 300 rebelles des M23 tués. Oui, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. C'est ce que nous avons su. C'est regrettable parce qu'on aurait pu éviter cela si les M23 écoutaient la voix de la raison, qui est celle de déposer les armes et de cesser d'exister comme un groupe armé pour articuler leurs revendications de manière conforme aux lois nationales et internationales. Monsieur le que dites-vous à ceux des Congolais du Nord Kivu qui se demandent pourquoi, alors que les FARDC ont les vents en poupe avec la montée en puissance que l'on observe au jour d'aujourd'hui, les FARDC ont stoppé la traque contre les M23? Parce qu'il arrive à un moment où vous traquez des gens et que vous arrivez sur une ligne frontalière. Qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez la guerre au pays où ils se sont évaporés, vous faites quoi? Vous savez, les gens aiment parler beaucoup. Il faut laisser les commandements régler les problèmes de guerre. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui va régler ces problèmes-là. Hein? Donc on ne va pas aujourd'hui commencer à ergoter sur les stratégies militaires à la télévision ou à la radio. Les FARDC ont prouvé leur capacité de défendre les populations congolaises. Elles ont repoussé les menaces qui pesaient sur la ville de Goma. Elles attendent que le déclenchement des opérations conjointes avec la force MONUSCO, la force d'intervention, puisse leur permettre de finaliser le travail. Mais encore une fois, les questions de stratégie sont des questions qui se règlent par étapes. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de miracle. C'est des étapes, c'est très technique, c'est très militaire pour ainsi dire. Ni vous, ni moi, ni ceux qui font des gorgées chaudes de commentaires ne savons exactement comment se conduit une guerre. Nous pensons que les FARDC se sont très bien conduits jusque-là et continuent à bien se conduire. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé cette nuit, vous ne savez pas ce qui va se passer dans la journée d'aujourd'hui. Il y a des escarmouches, les FARDC doivent renforcer leur nouvelle position. On ne va pas expliquer tout cela au risque de dire à l'ennemi ce qui est en train de se passer. Monsieur le ministre, c'est bon, on va rendre l'antenne. L'État qui nous est imparti arrive presque à expiration. Mais il y a cet événement, monsieur le ministre Lambert Mene Omalanga, qui vient d'avoir lieu à Kinshasa, la disparition d'un homme de Dieu, un chanteur chrétien allé à Moloto. Eh bien, la radio-trottoir, avec ses ondes puissantes qu'on connaît à Kinshasa, diffuse et parle de l'empoisonnement d'Alain Moloto par un membre du gouvernement. Vous dites quoi? Nous savons ce que c'est la radio-trottoir, vous et moi. Nous savons que ça ne vient pas de nulle part. Nous savons que ça vient de certaines officines, celles-là même qui continuent à poursuivre notre gouvernement de son hostilité, qui invente des histoires à dormir debout. Il y a plusieurs années que le révérend Alain Moloto souffrait. Je ne vais pas vous lire son certificat médical, mais il souffrait d'une maladie naturelle. Il arrive dans la vie d'un homme qu'on naisse, qu'on grandisse, qu'à un moment donné, soit par un accident, soit par une maladie, il soit mis fin à votre vie. Nous savons, chez nous Africains, avec notre culture, que c'est souvent difficile à accepter, mais il ne faut pas raconter des choses que vous n'avez aucun moyen auxquelles vous n'avez aucun moyen de donner de la substance. Je voudrais, au nom du gouvernement, demander à quiconque disposerait d'informations qui indiquent que le révérend Alain Moloto serait mort d'autre chose que de ce qui est inscrit dans le certificat médical qui indique une mort par maladie, donc une mort naturelle, de s'adresser aussi bien à la police qu'à la justice pour qu'une enquête soit entreprise. Il ne suffit pas de répandre des rumeurs. Ce n'est pas cela qui peut rendre justice à cette personnalité si tant est qu'elle aurait été victime d'un empoisonnement. Il faut donner l'information à qui de droit pour qu'on puisse tracer, ne fût-ce que ce fameux poison-là, qu'on sache qui l'a inoculé et que la justice puisse passer. Mais jusqu'au moment où nous parlons, les documents qui sont en possession de ceux qui ont soigné M. Moloto indiquent bien une mort naturelle par maladie. Si quelqu'un a autre chose à dire, qu'il ne se cache pas derrière Radio Trottoir.
Sinon, il devient complice de ceux qui l'ont tué. Il faut aller à la justice, dénoncer cela. Il faut aller à la presse peut-être. Ça peut aider aussi la justice à aiguillonner les choses. Et une enquête sera entreprise. Il faut arrêter dans ce pays à faire feu de tout bois. Chaque événement devient une occasion d'affaiblir un adversaire politique, raconter n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. À partir de là, Monsieur le ministre, on a observé que des bus de la nouvelle société Transco ont été caillassés. Alors là, je ne sais pas quoi penser. Qu'est-ce que les bus Transco, propriété de l'État congolais, donc du peuple congolais, donc des frères, des sœurs, des co-religionnaires d'Alain Moloto, ont à voir avec la prétendue action criminelle qui a mis fin à sa vie? Est-ce que l'auteur de l'empoisonnement est propriétaire de ces bus? Mais ce sont vos propres bus. Comment expliquer cela? C'est le comble de la bêtise de vous suicider vous-même parce que vous souffrez, parce qu'il y a un deuil, je détruis ma maison, parce qu'il y a un deuil, je brûle mes habits. Ça n'a aucun sens. Ces bus, ça n'a rien à voir. J'invite donc les populations de Kinshasa à rompre avec ces pratiques animales. Moi, je les appelle des pratiques animales. Il n'y a qu'un animal qui peut détruire sa propre maison, détruire son propre corps pour exprimer je ne sais quelle souffrance. Ça n'a aucun sens de faire des choses comme cela. On l'a fait dans les années 90 et regardez aujourd'hui où notre pays se trouve. Un pays si riche, avec un peuple si pauvre. Mais nous avons détruit notre pays nous-mêmes, avec des pillages, parce que des voyous de l'ancienne armée avaient essayé de piller. Nous les avons suivis et regardez, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Comment ose-t-on, après ces événements des années 90, s'en prendre à des biens publics comme les bus Transco? Qu'est-ce que les bus Transco ont fait de mal à quelqu'un ici? Je ne pense pas que ces bus Transco, c'est un mal, c'est plutôt un bien. Et qu'il n'y ait eu personne pour défendre ces deux bus qu'on a, d'après ce que j'ai appris, détruits, me fait craindre beaucoup pour l'avenir de ce pays. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on fasse attention. Sinon, nous risquons de rester le dernier pays au monde. Alors, nouvelle donnée terminée ce soir, amis téléspectateurs, votre dernier mot de conclusion, monsieur le ministre Lambert. Mon dernier mot sera un mot de satisfaction, parce que lentement mais sûrement, les choses avancent vers la tenue de ce grand forum que le président de la République a convoqué sur pied de l'article 69 de la Constitution. Je constate de la part de nos frères de l'opposition une compréhension beaucoup plus large de l'idée du président. On ne se focalise plus sur des vocabulaires, concertation, dialogue, etc. Je constate du côté de la famille politique du président une compréhension pour se rapprocher de nos amis de l'opposition. On accepte que le consensus puisse être le seul mode de prise de décision. Je constate aussi une volonté de se rapprocher les uns les autres sans chercher à imposer ses vues à 100%. C'est notamment le problème de ce qui concerne la médiation, qu'on accepte, mais pas sous la forme d'une médiation formelle ou d'une facilitation, mais sous un simple accompagnement à la carte, c'est-à-dire le président Kabila demandera à son frère, le président Sassou, de jouer de ses bons offices lorsqu'il constatera qu'un blocage se décide, mais ce n'est pas le président Sassou qui viendra présider nos rencontres ici, ça n'aurait aucun sens. On se rapproche aussi en ce qui concerne ce que les uns appellent groupe informel de travail ou les autres comités préparatoires, mais en même temps, on estime du côté de la majorité que la parité ne se justifie pas, à moins d'avoir une parité de toutes les composantes listées par l'ordonnance du président, mais que la parité ne peut se discuter qu'entre la majorité et l'opposition, mais tout en respectant la configuration politique. Il y a une majorité, elle est majoritaire, il y a une opposition, elle est minoritaire, sinon on crache sur le peuple qui a élu ces gens en 2011. Voilà ce que je peux dire de la satisfaction, le fait que les choses se précisent, on touche du bois pour que dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux, que les Congolais se retrouvent et discutent de leur pays entre eux et entre eux seulement. Voilà pour les décryptages de la part du porte-parole du gouvernement ce soir. Merci à Lambert Mende Omalanga pour ces nouveaux éclairages. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir. Live.